Merci Martine, c'est une présentation intéressante. Et pour notre dernière conférencière, je vous invite à Sabrina Tourgéant. Sabrina est originaire de la charmante ville de Québec. Sabrina habite à Manitoba depuis maintenant 5 ans. Après une aventure de 2 ans riche en expérience à voyager et travailler à travers le monde, elle a complété un baccalauréat en nutrition à l'Université de Laval. C'est ainsi qu'elle a continué à accumuler les expériences internationales en découvrant la culture péruvienne ainsi qu'en participant à un stage en recherche et santé communautaire visant à évaluer et la fiabilité de l'utilisation de fours solaires comme source de puissance ancienne de communautés sénégalaises. Curieuse de nature, elle a poursuivi ses études en complétant une maîtrise en kinésiologie à l'Université de Laval. En tant que professionnelle de recherche, elle a poursuivi l'exploration de multiples facteurs qui influencent les variations de poids corporel ainsi que les comportements alimentaires. Elle a collaboré en l'enseignement de cours de nutrition aux étudiants en kinésiologie, à l'organisation de formations destinées aux professionnels de la santé et la coordination de la clinique de nutrition équilibre santé de l'Université de Laval. À Manitoba, Sabrina a conjointement travaillé comme une diététiste dans l'équipe d'éducation pour les maladies chroniques, ainsi qu'en tant que facilitatrice de la USAN et de la Southern Health Santé Sud. C'est dans ce dernier rôle qu'elle a développé son expertise en santé publique ayant un mandat de faire valoir l'équité de santé dans les programmes de promotion de santé. Donc, vas-y, Sabrina. Merci beaucoup, Terry. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. OK, parfait. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'opportunité de partager avec vous une parcelle de ce qu'on fait ici dans notre région. Et j'espère que ça va aider à concrétiser certains aspects théoriques qui ont été présentés par Martine. Mais avant tout, je tiens à souligner que je me trouve sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que ces terres font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse. Donc, pour vous aider à mieux comprendre l'intervention dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais commencer par faire un bref survol de Southern Health Santé Sud en vous parlant de quelques caractéristiques de notre population. Je vais vous parler de comment on pratique la promotion de la santé ici et nos rôles en tant que facilitateur de vie saine. Et par la suite, je vais vous parler du cheminement qui nous a amené à choisir d'intervenir au niveau du revenu et de la santé. Donc, Southern Health Santé Sud, on est une petite région au sud du Manitoba. Vous pouvez voir encadré en rouge, c'est là où on se trouve. On est une petite région dont la deuxième population la plus grande après Winnipeg. La population est également celle qui croît le plus rapidement au Manitoba, donc ça va influencer la façon dont on intervient au niveau de la promotion de la santé. Un autre aspect intéressant, c'est que 61% des résidents habitent dans des communautés de moins de 1000 habitants. Ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille avec beaucoup de petites communautés où les services locaux sont peu nombreux. On a également 7 communautés autochtones. La population autochtone est de 12% dans notre région. On a 13% d'immigrants et on a une petite population francophone de 4%. Et on a également un niveau d'éducation plus faible que la moyenne de la province, ce qui va avoir un impact dans nos approches également. La promotion de la santé dans notre région, comment on fonctionne? Donc, on s'appelle facilitateur de vie saine, mais on pourrait être appelé promoteur de la santé. Donc, on est 9 professionnels qui couvrent chacune un territoire que vous voyez en couleur sur la carte. Donc, on couvre chacune une zone géographique, mais on va également être attitré à un secteur comme chef de service.
Donc, par exemple, dans mon cas, je suis chef de service pour la prévention du tabagisme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais proposer des interventions ou des projets. Je vais m'assurer d'être à jour sur les pratiques exemplaires et les dernières évidences scientifiques, mais tous les facilitateurs de vie saine vont travailler avec les différentes communautés en prévention du tabagisme. Une autre particularité de mon rôle, c'est une journée et demie semaine de dédiée à l'équité en santé. Donc, mon rôle dans ce cas-là, c'est d'assurer l'avancement des initiatives qui visent à réduire les inéquités. Lorsqu'on travaille en développement communautaire, je vais toujours rappeler aux gens de regarder où sont les inéquités et de parler avec les communautés qui vont remplir des demandes d'octroi pour participer, pour avoir des projets en lien avec la vie saine. Lorsqu'ils remplissent leur demande d'octroi, on va leur rappeler où sont les inéquités et comment ils pourraient appliquer pour des projets qui visent à diminuer ces inéquités en santé. J'ai également une personne ressource pour notre département de santé publique vie saine. Donc, notre département inclut toutes les infirmières en santé publique également. Et je vais aussi m'assurer qu'il y a une offre de formation continue en ce qui a trait à l'équité en santé toujours. C'est donc dans cette optique d'équité en santé qu'on a décidé d'aller intervenir au niveau du revenu. Et c'est cet exemple de projet-là avec lequel je vais tenter de faire un parallèle avec la théorie. Donc, on sait que le faible statut socio-économique est un des plus importants déterminants sociaux de la santé. On sait que la faiblesse du revenu contribue non seulement à la privation matérielle, mais également à l'isolement social. On sait que les taux de suicide sont plus élevés dans les quartiers moins nantis par rapport à ceux qui sont mieux nantis. Et on peut voir que c'est associé à des taux plus élevés de maladies chroniques ultimement. Donc, on a décidé d'intervenir à ce niveau et d'utiliser la population vulnérable que constitue la population à faible revenu comme point d'entrée principal, puisque le faible revenu crée des conditions de vie qui mettent les individus à risque de plusieurs maladies et de problèmes de santé et sociaux. Donc, on utilise cette population-là comme principal point d'entrée. On a choisi comme objectif d'essayer d'augmenter le revenu des individus qui ont un faible statut socio-économique et on devait donc regarder ou analyser quelles interventions on allait choisir. Donc, on a d'abord inventorié les options possibles en termes de type d'intervention. Donc, est-ce qu'on allait agir au niveau des politiques? Est-ce qu'on allait amener des nouveaux programmes ou certains programmes? Ou est-ce qu'on allait agir au niveau de l'éducation, éducation des employés ou des communautés ou encore des partenaires? Ce qui a influencé nos décisions, on a plusieurs facteurs. Donc, d'abord, les ressources humaines et financières. Donc, lorsqu'on pense au fait qu'on est 9 professionnels pour couvrir toute la région en promotion de la santé, nos ressources, on doit travailler avec ce nombre limité et on est la plupart à temps partiel. Donc, c'est à considérer. Les ressources financières sont également limitées et particulièrement dans une période où est-ce que le système de santé au Manitoba est en cette structuration. Donc, ça influence les options possibles en ce moment. La population, de bien la connaître, et les communautés, ça va aussi influencer nos interventions. Et les partenariats. Les partenaires existants et ceux qui sont à établir, il faut considérer l'énergie que ça va demander et le temps également de créer ces partenariats-là si importants. Donc, après toute cette analyse, on en est arrivé à choisir des interventions. Et la première étant de supporter la formation de bénévoles pour le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce programme, c'est un programme qui est gratuit, qui est offert par l'Agence de revenus du Canada.
Donc, ce que ça implique, c'est la formation de bénévoles qui vont par la suite remplir gratuitement les déclarations d'impôts pour des individus qui répondent à certains critères, dont celui d'avoir un faible revenu. Vous pouvez vous demander des fois pourquoi est-ce qu'on agit au niveau des déclarations d'impôts, mais c'est parce qu'on sait que le revenu annuel peut jusqu'à doubler en remplissant ces déclarations d'impôts, particulièrement pour cette population vulnérable notre population dans ce cas-ci qui a un plus faible revenu. Cette population fait face à différentes barrières et on essaie par cette stratégie-là d'enlever certaines barrières. Donc, il y a différentes options de formation. L'Agence de revenus du Canada offre une formation en ligne, mais on a également un organisme à Winnipeg qui offre une formation de 2 jours, beaucoup plus poussée, qui implique de la pratique également. Donc, ce qui fait que nos bénévoles se sentent beaucoup plus confiants par la suite pour faire les déclarations d'impôts. Ce qui favorise ultimement la rétention. Si les bénévoles ont une bonne expérience, ils ont plus de chances de rester avec nous pour les prochaines années. Donc, notre but dans ce cas-là, c'était, on essayait de trouver des organismes à but non lucratif dans différentes communautés qui allaient prendre en charge l'organisation des cliniques de préparation des déclarations d'impôts, mais également superviser les bénévoles formés. Parce qu'on espère de cette façon-là que les organismes vont pouvoir continuer à offrir ce service-là dans le futur sans nécessairement avoir notre support pour les prochaines années à venir. Donc, notre contribution dans ce cas-là, c'était d'offrir un support financier pour envoyer les bénévoles à Winnipeg et pour les repas. Et on a également créé des nouveaux partenariats avec les organismes et supporté les organismes pour que le processus se déroule sans trop d'embûches. Parallèlement à ça, on a également offert des séances d'information sur les bénéfices à remplir des déclarations d'impôts, toujours en partenariat avec l'Agence de revenus du Canada. Pour ce qui est de l'équité en santé, on essaie toujours d'utiliser les principes pour guider nos efforts. Donc ici, on a utilisé la carte du taux de mortalité prématurée. Donc, on voit les couleurs, là, les zones où est-ce que c'est plus foncé, c'est les gens qui sont en moins bonne santé. Et en regardant cette carte de notre région, ça nous aide à prioriser nos interventions. Et quand on ne peut pas offrir à tout le monde le même service en même temps, on essaie de prioriser nos efforts avec cette carte partiellement. Mais également, on a fait une analyse environnementale des ressources actuelles en matière de déclaration d'impôts. Donc, où est-ce qu'étaient les ressources pour supporter gratuitement les personnes qui voulaient faire des déclarations d'impôts? On a essayé d'inventorier ça à travers notre région et avec ces données, on était capable de choisir où prioriser nos efforts pour la première année. Les résultats. On a, brièvement, on a 14 nouveaux bénévoles dans 9 communautés, donc c'est un peu moins que ce à quoi on s'attendait. Par contre, c'est quand même un bon début pour nous. On a également créé des nouveaux partenariats avec, autant au niveau des organismes à but non lucratif, avec des communautés, avec l'Agence de revenus du Canada et avec d'autres régions au Manitoba qui nous ont offert, ils ont partagé leur expérience également. Et un autre impact qu'on a eu, c'est qu'on a pu parler du lien entre le revenu et la santé. C'est pas clair pour tout le monde pourquoi le département de santé publique Vicenne va faire des interventions au niveau du revenu et plus spécifiquement au niveau des déclarations d'impôts. Donc, on a pu parler du lien entre le revenu et la santé et clarifier ça auprès de plusieurs personnes et organismes. La question reste à savoir si on a augmenté le revenu des individus ayant un faible statut socio-économique. C'est difficile à mesurer à court terme et plus précisément avec les ressources qu'on a. Par contre, on sait qu'on a généré des résultats positifs à différents niveaux et définitivement réconcilier certains individus avec l'Agence de revenus du Canada pour qui parfois ils ont une expérience négative dans le passé, ils ne veulent pas nécessairement faire leur déclaration, mais en ayant de la meilleure information puis en créant des nouveaux liens, on a pu réconcilier certaines personnes avec cette agence.
Je voulais glisser un mot par rapport à l'influence du contexte social. Donc, ça peut être vu de différentes façons, mais dans ce cas-ci, on a pu voir que la réalité était différente dans les communautés autochtones. Donc, on a approché plusieurs communautés et on a appris que plusieurs individus dans les communautés autochtones vont faire leur déclaration au mois de décembre plutôt qu'au mois de mars-avril. Et ça pour avoir accès à de l'argent comptant pour acheter des cadeaux de Noël ou pour se préparer au temps des fêtes. Donc, dans un contexte où on a un programme, on essaie d'instaurer un programme qui se déroule de février à avril, incluant la formation des bénévoles, c'est difficile d'appliquer ce programme lorsque les déclarations se font plus au mois de décembre. Donc, c'est définitivement une année d'apprentissage et on va réévaluer le processus pour offrir des services à toutes les communautés. L'autre point qui s'applique autant pour les communautés autochtones, mais pour les plus petites communautés, quand je disais qu'on a beaucoup de communautés de 1000 habitants et moins, c'est l'aspect de la confidentialité. Donc, lorsque tout le monde se connaît, c'est pas tout le monde qui peut se sentir à l'aise d'aller partager l'information financière personnelle avec un bénévole qui vient de la communauté. Même si on sait que les bénévoles se doivent de respecter la confidentialité, la population dans la communauté n'est pas nécessairement à l'aise. Donc, c'est une barrière supplémentaire pour ce programme-là dans les petites communautés. En résumé, les étapes par lesquelles on est passé dans ce projet et qui vont continuer à s'opérer dans les prochaines années. D'abord, je dirais que la connaissance de la population est très importante. Ça va aider à choisir aussi le point d'entrée. Lorsqu'on choisit un point d'entrée, ça peut définitivement, après coup, se multiplier. Ça peut avoir l'air de plusieurs points d'entrée. Ensuite, on a déterminé un objectif, on a évalué les différentes options, considéré différents facteurs dans nos choix. Ensuite, on a pu passer à l'action, on a évalué et maintenant on va être dans le processus de modification pour l'année à venir. Et à chaque étape, l'équité en santé et le contexte social ont pu influencer et vont continuer d'influencer les actions qui sont à prendre. Donc, je vous remercie beaucoup.